Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Causerie Télétravail Académie. On va vous demander d'utiliser l'outil questions-réponses pour l'événement si vous avez des questions pour Olaf. Moi, je vais faire plaisir de lui en faire part tout au long de sa conférence au besoin. Écoutez, notre raison d'être chez Télétravail Académie, c'est très simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démocratise puis on démystifie le travail à distance. On le fait de deux façons principalement. En fait, on le fait avec un volet entreprise et un volet communautaire. Dans notre volet entreprise, on accompagne les entreprises, les entités dans l'optimisation du télétravail, que ce soit en mode hybride ou encore en télétravail, des petites entreprises comme les grandes, dans tous les secteurs d'activité confondus. Donc, on les aide à trouver l'équilibre entre le travail présentiel et le travail à distance. C'est différent pour chaque entreprise parce que il y a des entreprises pour lesquelles l'idéal, c'est 0% de télétravail et d'autres, c'est 100%. Et il y a le spectre des possibles entre les deux extrêmes. Donc, c'est à ça qu'on accompagne les entreprises via différents services comme du coaching, de la formation et de l'accompagnement personnalisé. Et aujourd'hui, ben, on se concentre sur notre volet communautaire puisque c'est du contenu à valeur ajoutée qui est le fait de nos généreux commanditaires comme Olaf aujourd'hui. Donc, c'est destiné aux travailleurs à distance et à leurs employeurs. Donc, c'est d'abord et avant tout des formations gratuites qui sont disponibles sur le site de Télétravail Académie et sur la chaîne YouTube du même nom. Et c'est aussi des événements comme aujourd'hui, en direct. Donc, tous les premiers mercredis du mois, un petit 45 minutes éducatif avec les Midi Causeries Télétravail Académie. C'est sans plus attendre que je vous présente notre commanditaire d'aujourd'hui, Direct B2B. Direct B2B, c'est quoi? C'est une entreprise qui se spécialise dans le développement proactif des affaires B2B par la prospection téléphonique, donc des rendez-vous de vente là, à travers le Canada et les États-Unis, des formations sur LinkedIn pour l'efficacité du développement de réseau et un chatbot depuis très peu, je pense que c'est depuis quelques mois déjà, alors tu fais Il y ça? a quelques Oui. mots, oui. Et c'est avec grand plaisir que je vous présente notre conférencier d'aujourd'hui, Olaf Knig, président de Direct B2B, qui nous fait une conférence sur le développement proactif des affaires B2B. Donc, je te laisse la parole et le contrôle de l'écran. Mais merci beaucoup, Hugo. Bienvenue à tout le monde. Merci, Hugo, pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir être ici aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie, le développement d'affaires a évolué énormément. Et c'est là surtout pour les petites entreprises. L'acceptation des rencontres en ligne était forcée par l'isolation obligatoire en début de la pandémie. Ces chocs externes qui arrivaient à tout le monde en même temps étaient l'accélérateur nécessaire pour vraiment ouvrir ce chapitre. La technologie existe bien avant. L'acceptation des rencontres en ligne a réduit les ressources nécessaires pour se faire connaître auprès de son marché cible et en forme de temps concentré et d'argent investi. Donc, nous allons donc nous concentrer aujourd'hui sur l'aspect proactif du développement d'affaires, donc des stratégies outbound ou push marketing. Seulement à la fin, donc surtout, on va parler de outbound aujourd'hui. Donc, nous allons également nous concentrer sur les stratégies adaptables au virtuel, donc au télétravail. Euh, le temps et le budget consacrés au développement proactif des affaires B2B, ils sont limités et le but de notre présentation aujourd'hui, c'est d'optimiser ces facteurs pour donner des pistes, des réflexions, comment augmenter les résultats de votre développement d'affaires B2B. Donc, je vais commencer à partager mon écran. Hop, hop, hop. Donc, voilà, ici, nous sommes donc dans l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, on va parler du réseautage en ligne. On va parler de la prospection par courriel, une renaissance. On parle du développement d'affaires proactif sur LinkedIn avec l'aide d'une automatisation et la prospection téléphonique business to business. Après chaque chapitre, je vais arrêter mon partage d'écran et on va avoir le temps pour répondre à vos questions. Donc, le réseautage en ligne. Euh, c'est idéal pour la prospection en télétravail. Commençons au début. C'est quoi le réseautage?
Le réseautage consiste en toute activité qui permet à se réunir avec des pairs pour discuter des sujets professionnels et tisser des liens personnels. Donc, des sujets professionnels, des liens personnels. On en parle de réseautage interorganisationnel si on parle d'une entreprise à une participante de notre entreprise et de intra-organisationnel si on parle d'un réseautage dans la même entreprise. Ici, bien sûr, on parle juste du réseautage interorganisationnel. Le réseautage en télétravail, euh, bien que les rencontres des réseautages en présentiel sont intéressants, aujourd'hui, on parle juste de réseautage virtuel. Et pourquoi on fait le réseautage? Bon, c'est pour le développement d'affaires, c'est notre première idée, mais trouver des fournisseurs de confiance, c'est l'autre côté de la même médaille. C'est pour une, c'est le développement d'affaires, pour l'autre, c'est trouver un fournisseur, trouver des partenaires d'affaires. En partenaire d'affaires, je veux dire des personnes qui ont peut-être le même marché cible que vous, qui font quelque chose de différent que vous, et ensemble, vous pouvez vous partager ou référer des prospects et briser l'isolement. Maintenant, la pandémie est pas mal terminée. On rencontre des personnes quand même depuis un bon moment, de une à une, en présentiel aussi, mais surtout dans la pandémie, comme petite entreprise, on était isolés. Comme entrepreneur, souvent, on est isolé parce que notre entourage, peut-être, il n'y a pas le même sujet à discuter comme nous. Les réseautages, c'est vraiment une très bonne place pour briser aussi l'isolement qui on vit des fois en étant un entrepreneur soi-même. L'attitude et le mindset dans le réseautage. Donc, c'est très important d'aller avec les bons états d'esprit dans le réseautage. Bien se préparer, avoir un résumé de prêt et pratiquer pour pouvoir les représenter de façon fluide et naturelle, environ 1 minute. Il faut avoir un support visuel prêt. Dans beaucoup de réseautages en ligne, on a la place pour partager son écran pour un petit peu de temps. Donc, ça, c'est très intéressant. Courte, 5 slides maximum. Toujours laisser un petit peu de temps au début, laisser les autres voir sa face, à la fin également, pour justement, le monde peut bien saisir notre personnalité. Lorsqu'on présente nous et notre entreprise, on reste nous-mêmes authentiques avec une bonne note personnelle. Cela augmente le fait que les autres ils vont se souvenir de nous. Et ça, c'est ce qu'on veut. On veut laisser une trace, une marque, afin que les autres personnes, les autres participants du réseautage, ils peuvent bien nous reconnaître. L'écoute. L'écoute, c'est très important. Et montrer un véritable intérêt pour les propos des autres participants. Ne pas faire d'autres choses en même temps, regarder les choses ailleurs, répondre au téléphone. Lorsqu'on est au réseautage, on reste concentré, ça se fait remarquer par les autres participants. Hein. La même chose pour l'ouverture d'esprit. Ignorer tout premier réflexe qui nous dit qu'un participant n'est pas intéressant. Rester ouvert à toute personne, écouter ses propos pour ne pas rater une belle opportunité, parce que cette attitude aussi est remarquée par tous les participants, incluant ceux qui sont intéressants pour nous. Les attentes. Donc, il faut avoir les bonnes attentes pour aller dans le réseautage, pour ne pas être déçu par la suite. Donc, il faut clarifier pour soi-même qu'est-ce que sont nos attentes. Par exemple, qu'est-ce que je cherche? Des clients potentiels, des fournisseurs, des partenaires d'affaires ou pour juste se référer, du développement personnel. Qu'est-ce que j'offre? Est-ce que j'offre mon service? Bien sûr, mais aussi accès à mon réseau, une véritable envie d'aider les autres et de référer. Et quel est mon but concret dans ce réseautage? Normalement, pour moi, toujours, c'est obtenir des rencontres une à une avec tous les participants pour faire plus ample connaissance. À la suite de l'introduction du présentateur, c'est toujours une bonne idée de mettre ses coordonnées dans le chat commun, comme ça, le nom d'entreprise, position, le lien LinkedIn peut-être même, le lien Agenda Calendly. Les personnes peuvent comme ça rapidement prendre rendez-vous avec nous. Lors de la présentation des autres, prendre des notes. Euh, Oser s'il y a le temps de poser certaines questions, mais surtout, ces notes-là sont précieuses. Lorsque là, on va être plus tard dans une à une, on va pouvoir renouer où on était rendu avec les réseautages. Et on peut toujours, bien sûr, aller direct sur LinkedIn lorsque l'autre personne se présente et l'inviter pour faire partie de notre réseau LinkedIn. C'est une des premières choses à faire.
Lorsqu'on livre notre présentation dans la rencontre, si possible, support visuel, de façon fluide, mais pas trop vite. Euh, euh, il faut toujours avoir un petit élément de différenciation, peut-être une petite anecdote visuelle, une mise en situation pour aider les autres participants de se faire des liens dans leur tête, de se faire une image et de se souvenir de nous. À la fin de la présentation, toujours intéressant à mentionner que les coordonnées sont bien dans le chat. Donc, celui qui a pris intérêt à écouter notre petite présentation, il va tout de suite pouvoir prendre contact avec nous. Le réseautage doit être ciblé. Je viens de dire tantôt qu'il faut rester ouvert d'esprit à tous les participants d'un réseautage, mais choisir le bon réseautage évite grandement les déceptions et ça va aider au succès d'un événement. Donc, tes questions à se poser, qu'est-ce que je cherche? Réseauter, obtenir des contacts avec une grande entreprise, avec des PME, avec des petites entreprises. Est-ce que mes cibles sont des entreprises en B2B ou des B2C? Est-ce que je recherche développer moins de contacts, mais plus en profondeur, ou plus de contacts, mais dans plus de contacts pour avoir plus, maximum de personnes différentes? Guidé par ces critères-là, les chances augmentent de participer dans un événement de réseautage sera rapporte des résultats. Donc, une bonne pensée stratégique, analyser le réseau, est-ce que ça vaut la peine à participer ou pas? C'est une bonne chose. Donc, les groupes de réseautage, c'est une évolution constante. Pour conclure ce petit chapitre, suite à la pandémie, les groupes de réseautage en ligne ont poussé comme des petits champignons. J'avais moi-même organisé quelques événements avant de devenir partenaire du groupe WIN, World Industries Network de Martin Clark. J'ai vu que Léo Drolet, aujourd'hui, ici, lui, par exemple, il a fait des années, il a son propre network de réseautage. J'ai participé à quelques reprises, très bien fait de son côté. Donc, il y en a plusieurs groupes. Participez une fois pour analyser qu'est-ce qui se passe dans ce groupe-là pour la suite décider est-ce que c'est quelque chose pour moi ou pas. C'est toujours intéressant à faire ça comme ça. La grande majorité de ces groupes-là étaient de courte durée. Donc, c'est laborieux et de trouver toujours des 20 personnes pour participer dans un réseautage-là. Mais ce n'est pas une problématique en soi. C'est même souhaitable de ne pas rester seulement dans un groupe pendant des années. Il faut trouver l'équilibre entre bâtir des relations solides et toujours avoir des rencontres avec de nouvelles personnes. Excellent, Donc, Olaf. Si tu permets, il y a oui. notre ami René Lahaye qui a pris l'initiative de mettre ses coordonnées dans les questions. Donc, Mhm. c'est quelque chose que j'inviterai aux gens de faire peut-être pendant la deuxième partie, mais là, on va s'en servir pour poser des questions à notre conférencier. Moi, j'en ai une pour toi. C'est quoi, d'après toi, la plus grande différence entre du réseautage virtuel, là, ce que tu as décrit, et du réseautage en personne où on se déplace là? Mais les ressources virtuelles, on est dans le confort, on n'a pas de déplacement. Euh, et ce que j'aime beaucoup moi-même, c'est pas bruyant. Dans les réseautages présentiels, des fois, on a des salles où c'est très bruyant, il faut presque se crier et il faut créer des liens de cette façon-là, c'est un peu moins agréable. Dans les réseautages en ligne, on a toujours 100 petites places, 2 minutes, 3 minutes attitrées. C'est tant moment où tu parles, donc c'est plus organisé souvent. Les réseautages en présentiel, bien sûr, on peut tisser des liens un peu plus profondeur. On peut se serrer la main, on peut rester un petit peu à côté et parler plus longtemps. Donc, les deux sont intéressants. C'est selon tu as ton caractère. Moi, j'ai beau faire les réseautages en ligne parce que c'est mon caractère, c'est plus comme ça. Beaucoup de monde préfère les réseautages présentiels. Il y a des avantages les deux. Il faut essayer les deux. Il faut faire les deux. Je répète, les réseautages, c'est une excellente moyen comme petite entreprise à créer de nouveaux contacts et ça la rapporte. Et c'est bien pour le développement personnel aussi, rencontrer de nouveaux entrepreneurs. Donc, cela ensemble, il faut l'essayer et il faut le faire et oser. Et ça coûte normalement pas très cher, donc c'est souvent un temps et argent investi qui vaut la peine. On a une autre question là, de René. Il aimerait savoir c'est quoi les activités préparatoires à une activité de réseautage, puis après l'activité de réseautage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense Non, préparatoire, comme je dis tantôt, avoir une petite présentation prête et pratiquée.
Donc, savoir qu'est-ce que tu veux faire et le pratiquer 5, 10, 15 fois devant le miroir, ça aide grandement, surtout quand on est débutant. Avoir un support visuel prêt, 5 slides maximum. Intéressant aussi, ce n'est pas tous les résultats qui permettent le partage d'écran, mais quand c'est le fait, c'est intéressant de l'avoir. Euh, avoir ses coordonnées, son lien Calendly ou son lien calendrier prêt aussi pour le partager. Après un réseautage, c'est avoir proactivement approché les participants pour les inviter à un. Le réseautage, c'est bien beau, ça brise la glace. Dans le un à un après, où ça se passe? On a une véritable demi-heure à parler, faire connaissance, analyser les besoins, c'est faire connaissance. C'est là aide aussi que l'autre participant peut nous référer. Donc, le réseau de cette autre personne avec laquelle on parle devient un petit peu notre réseau. Et ça, c'est très intéressant. Donc, après réseautage, c'est vraiment important de faire des un à un avec le maximum de participants. Et même ceux qui sont peut-être un peu moins intéressants pour nous de premier regard, on ne En sait effet, oui. jamais qu'est-ce que cette personne-là peut nous rapporter finalement. Comme le temps file, je te laisse peut-être continuer ta présentation. Parfait, on va faire ça. Merci, Alain. Share screen. La prospection par courriel, une renaissance. Donc, c'est quand même une des vieilles façons de faire, prospecter les personnes par courriel. C'est un outil très performant si on l'utilisait de la bonne façon. Euh, Moi-même, j'étais toujours très sceptique presque envers la sollicitation par courriel. Je me suis toujours dit, bâtir une relation avant, c'est donc bien plus important et ne pas inonder les personnes avec des courriels. Par contre, nuancer cette opinion-là, ça vaut la peine. Si on se prend de la bonne façon, avec un focus sur l'information pertinente, sur un sujet en vogue, l'attention du prospect peut être captée. Et l'évolution des plateformes qui aujourd'hui peuvent nous informer sur les actions que les personnes qui ont reçu nos courriels ont fait. Donc, les clics, le nombre de clics, sur quelle partie ils ont cliqué, ça nous donne une information assez intéressante. Donc, les personnes, à travers ces actions-là, ils s'auto-identifient comme quelqu'un qui a un certain intérêt. Et avoir comme ça des clics que notre plateforme peut cliquer, ça peut nous orienter envers qui on devrait faire nos actions par la suite, avec d'autres courriels ou encore mieux avec un appel par téléphone ou avec une approche via LinkedIn. Donc, ça devient une base d'informations intéressante si on se prend de la bonne façon et on utilise la bonne plateforme pour cela. C'est bâtir une communauté de personnes qui sont contactées de façon régulière, comme une newsletter, peut ainsi devenir un élément valable dans notre stratégie de développement de proactif des affaires B2B. Cependant, il faut vraiment avoir des attentes à bonne place et on doit intégrer cette approche à d'autres activités, comme je le nommais tantôt, afin que ça rapporte des résultats. Je combine cette partie-là avec le développement proactif des affaires B2B sur LinkedIn. LinkedIn est la plateforme pour développer les affaires B2B. C'est un gigantesque annuaire des décideurs avec la fonction dans l'entreprise et la capacité à les contacter. Pourquoi je combine ces deux-là? Parce que la première approche, c'est pas écrite. On approche les personnes par écrit sur LinkedIn comme par courriel. Par contre, sur LinkedIn, on a certains avantages. Aucun besoin de données. Tout le monde est sur LinkedIn. On peut les rechercher avec Sales Navigator, on peut les cibler et sauvegarder cette recherche-là pour par la suite l'importer à notre outil d'automatisation versus une campagne des courriels. Il faut avoir l'adresse courriel et une petite autorisation aussi à pouvoir les utiliser. Donc, la légitimation est sur LinkedIn beaucoup plus facile. Il est généralement accepté de se faire approcher sur LinkedIn par une personne inconnue, si c'est fait de la bonne façon. Et aucun problème de crédibilité, notre profil LinkedIn et à un clic de distance, le prospect peut rapidement se renseigner sur nous et ainsi juger lui-même son intérêt envers nous. Maintenant, j'aimerais parler des différentes actions sur LinkedIn en général qu'on peut faire. On peut mettre en place un profil pertinent, c'est bien beau. On peut faire des publications, on peut commenter des publications des autres, on peut agrandir son réseau, communiquer par message direct et organiser un événement. Les premiers trois éléments, c'est bien beau à le faire, c'est intéressant, important à le faire, mais ça rapporte relativement peu. On reste passif.
Yeah? Soit commenter les publications des autres, c'est laborieux, mais encore, c'est une à une. Agrandir son réseau de contacts, ça, c'est est bien ciblé. Yeah? Donc, pas n'importe qui, des contacts intéressants pour nous. Là, ça commence à être intéressant. On peut automatiser cela et on peut proactivement comme ça approcher des personnes sur LinkedIn et là, ça commence à être une force. Une fois les personnes ont accepté cette première invitation, on peut leur envoyer un message direct. Et on s'entend, les personnes qui acceptent une invitation bien faite, que le message, le premier message qu'on va envoyer à cette personne-là soit lu, on a des très bonnes chances. C'est-à-dire, notre besoin en communication est réussi. Les personnes vont lire en grande majorité notre premier message. Comparé aussi au LinkedIn, les emails. Hein? Les emails, ils sentent un petit peu la sollicitation. Il y a beaucoup de moins de lecture, même si en quantité, il y a un résultat. Même, je préfère de loin faire ça naturellement, envoyer une invitation en premier lieu et automatiser par la suite également cette première approche. Organiser un événement. Donc, lorsqu'on a un grand réseau, là, comme Hugo et moi, on a imité maintenant notre réseau à un événement LinkedIn comme ici. Et ça devient quelque chose, une bonne moyenne de mieux connaître sa cible, se faire connaître auprès des personnes aussi et avoir quelque chose à leur dire. Et lorsqu'on invite des personnes à un événement, intéressant, c'est que par la suite, les personnes restent codées dans l'événement, ceux qui ont accepté, et on va pouvoir les approcher par la suite avec des suivis. Donc, la automatisation du processus d'imitation de LinkedIn est très intéressant parce que ça nous sauve énormément du temps. On peut approcher jusqu'à 200 personnes par semaine avec cette automatisation-là. Et par la suite, ce numbers game, il y a un 30 à 40% qui acceptent, des fois 20%, c'est pas grave. C'est quand même 40, 50, 60 personnes par semaine qui sont nouveaux dans notre réseau et qui vont comme ça lire nos publications, mais aussi voir, connaître notre existence. Donc, pour, pour automatiser, il y a plusieurs outils disponibles sur le marché. Si vous souhaitez avoir accès gratuit d'un mois pour un outil préféré, il suffit de me contacter. Pour mettre en place une campagne, voilà les actions à faire. Il faut identifier sa cible, avoir un lien qui permet au prospect de prendre rendez-vous avec nous, créer un premier texte d'imitation et un premier message, programmer l'outil d'automatisation et par la suite être attentif au message LinkedIn. Tout cela est relativement facile à apprendre soi-même. J'offre une petite formation pour mettre en place une campagne comme telle. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet-là, simplement me contacter. Le but ultime d'une telle campagne, c'est de se faire remarquer par sa cible en se présentant d'une façon intéressante, avec un focus de vouloir créer une relation et ne pas approcher sa cible avec un pitch de vente. Ça, c'est super important. Et de capter l'attention et d'obtenir des premières rencontres avec ses prospects. Donc, ça, c'est notre but. Cette première rencontre permettra à laisser l'autre de se présenter soi-même par la suite, et de proposer ses services selon ce qu'on a détecté qui pourrait être intéressant lorsque l'autre s'est présenté. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran, voir s'il y en a d'autres questions maintenant au niveau LinkedIn de vous ou de Hugo. Oh, excuse-moi, mon micro est fermé. Oui, on a une question concernant l'utilisation des courriels. Donc, peux-tu donner un exemple concret là, de comment bien utiliser un courriel dans une initiative de sollicitation? Bonne question. Premièrement, il faut avoir les bonnes données. Yeah? Donc, on veut pas mettre son domaine name en danger. Donc, on va créer un subdomaine, puis on va vérifier l'adresse courriel qu'on a obtenue quelque part, s'ils sont toujours bons avec les outils qui sont sur Internet. Ça, c'est très important. Au niveau du courriel, j'ai nommé tantôt, être informatif, je pense, ça, c'est très important. Parce que si on parle juste de moi, de mes services, qu'est-ce que moi je offre, tout le monde peut faire ça et ça devient moins intéressant pour le prospect, sauf il y a un intérêt particulier. Mais si on parle d'un sujet en vogue, mon exemple en ce moment, l'intelligence artificielle, intelligence artificielle. J'ai fait une campagne de courriel les derniers mois
Le sujet est assez en vogue. Je fais la campagne en anglais. On a des clics. Donc, on ne parle même pas vraiment de nos services, ce qu'on offre autour de ça. On parle d'intelligence artificielle. On offre qu'est-ce que ça peut nous aider. On met des petits use cases dedans, un petit peu des images, euh, afin que c'est facile à digérer et que les prospects, la prochaine email qu'ils reçoivent, soit cliqués aussi et qui nous désabonne pas de notre newsletter ou de notre courrier. Donc, pour répondre à la question, mieux informer pour réchauffer les clients, peut-être avoir ses coordonnées, etc., bien sûr, dans tous les courriers, mais surtout informer et moins vouloir vendre. Euh, de cette façon-là, je crois, ça vaut la peine de mettre l'énergie pour se bâtir une campagne de prospection par courriel. Nice, merci beaucoup. As-tu assez d'un 10 minutes pour poursuivre la présentation? Oui, certainement. Génial. Je vais partager mon écran à nouveau. Attends un petit Là, peu, j'ai une dernière question de Rémi. Il dit à quoi peut-on s'attendre en termes de reply rate, donc de réponse, dans une prospection par courriel, par LinkedIn, email? Quel pourcentage de OK. réponse qui est OK. normal? Donc, très difficile à savoir, mais pour les courriels comme tel, très peu. Yeah? Donc, ça va dans le pourcentage ou moins, 1% ou moins. Dans le LinkedIn email, je ne sais pas parce que je ne fais pas ça. Mais dans le LinkedIn organique, on a un taux de réponse aux invitations habituellement entre 20 et 40%, des fois même 50%. Pourquoi pas 100%? Parce que pas tout le monde y va sur LinkedIn régulièrement. Les réponses au premier message suite à une invitation, on a autour de 10 à 25-30%. Donc, c'est toujours des faibles pourcentages, mais avec la quantité, ça rapporte quand même. Merci. OK, on va maintenant parler de la prospection téléphonique. Donc, la prospection téléphonique a toujours sa place dans le cadre d'une stratégie de développement des affaires proactif B2B. C'est un travail énergivore qui prend du temps. Cependant, c'est une stratégie qui rapporte des bons résultats à court terme. Si on a bien ciblé, hein, ça c'est toujours ça. Voilà, ça commence comme ça. Préparation de sa campagne. Le ciblage est fait minutieusement pour s'assurer qu'on appelle les véritables prospects. Donc, on définit les critères de sélection de la liste. Également, la qualité de la liste est très importante. Si la moitié des numéros ne sont pas bons, on perd énormément de temps. Donc, c'est mieux de vraiment avoir les bons outils et les bonnes listes. Donc, par exemple, l'achat d'une liste chez une fournisseur de qualité, je peux vous aider avec cela, sauve beaucoup de temps et donne des meilleurs résultats qu'une recherche manuelle. On a comme ça, par exemple, facilement accès au nombre d'employés, le chiffre d'affaires, des critères qui nous aident à bien identifier est-ce que c'est vraiment une bonne cible que pas. Que non pas. Si on prend une liste d'une chambre de commerce, par exemple, on a juste le nom, mais on n'a pas vraiment qu'est-ce qu'ils font, on ne sait pas vraiment est-ce qu'ils sont des solopreneurs ou de plus grandes entreprises. Il faut avoir les bonnes données pour avoir des bons résultats. Les données de la liste doivent être de bonne qualité. Voilà, utiliser un CRM, c'est bien sûr très important. Et partir un argument téléphonique, incluant les réfutations aux objections principales et de les tester avec des amis et partenaires, c'est pratiquer à voix haute et c'est pratiquer et répéter et c'est pratiquer très important avant de prospecter auprès de nos clients cibles. L'organisation et état d'esprit. Encore, l'état d'esprit, c'est très important. On va planifier donc son temps dans la semaine et on ne fait pas d'autre chose en même temps dans une session. Donc, si on se dit mercredi de 9 à 11, j'ai fait des appels, on fait juste ça pour rester concentré, pour être efficace. On a son agenda ouvert pour pouvoir proposer des rendez-vous au bon moment. Son argumentaire, bien sûr, écrit, ouvert, toujours devant nous. On peut avoir toujours en blanc mémoire. Les avoir devant nous, même si on ne les lit pas, ça aide énormément. Et de réveiller du bon humeur. On se concentre sur le but qu'on veut atteindre avant chaque appel. Voilà, j'ai appelé maintenant Monsieur Peter. Qu'est-ce que je veux de lui? Minimum avoir une relance. Si je veux un rendez-vous, mais le minimum relance. Il faut c'est prévisualiser ce dans sa tête avant l'appel. Comme ça nous aide à voir les résultats qui viennent avec. En conclusion, on est déjà là? Oui. En conclusion, donc, nous avons parlé des 4 aspects de développement proactif des affaires B2B en télétravail, les réseautages en ligne, la prospection par courrier, le développement d'affaires du réseau LinkedIn et des présentations LinkedIn,
et la prospection téléphonique B2B un petit peu plus courte. Donc, notre philosophie, c'est la relation avant la transaction. On partage beaucoup de savoir-faire avant de vouloir facturer. Donc, avec Direct B2B, j'ai offre des formats, des formations LinkedIn, donc une mise en place d'une première campagne et vous guidez pendant un mois comment ça fonctionne sur l'outil. On offre des services de prospection téléphonique B2B aussi pour ceux qui veulent ne pas faire eux-mêmes. Donc, le plus facile à me trouver, c'est mon nom assez unique, Olaf Knigge, sur LinkedIn, pour avoir plus d'informations et pour peut-être avoir une rencontre une à une avec moi. Il ne doit pas en avoir beaucoup, hein, des Olafnig sur Il n'y LinkedIn. en a pas beaucoup de tout, non. Good. Écoute, on avait une question là, avant que tu reprennes avec ta troisième partie de Marie-Reine qui voulait savoir comment faire avec toutes les offres qu'on reçoit par LinkedIn Messenger. Euh, Là, les offres d'1 kilomètre que les gens nous envoient là, dès qu'on accepte l'invitation, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? mais s'il y en a personne qui va nous envoyer beaucoup de choses et on ne veut pas l'avoir, ça, c'est la bonne raison à ne pas être. Donc, tu vas sur son profil, ne plus suivre ou ne pas être connecté avec, ça va arrêter de cette façon-là. Sinon, tous les emails qu'on reçoit, on a dans notre LinkedIn un bouton aussi qui va autre message. Donc, les emails automatiquement sont déjà séparés un petit peu des messages de nos contacts principaux. Et dernière petite astuce, on peut sélectionner, filtrer aussi tous les unread, le non-lu. Donc, facilement comme ça, on peut voir aussi toutes les personnes à laquelle on n'a pas encore répondu ou les messages qu'on n'a pas vus encore. LinkedIn est très mal fait par rapport de Quand sa même, quand messagerie. même. Hein. C'est très mal fait. Donc, il faut avoir des petits trucs. Utiliser les plateformes, ça aide un petit peu. Mais si on va tous les jours sur LinkedIn, ça ne devient pas trop qu'il y ait plus que 10 ou 20 messages pas lus. Et là, c'est gérable. Si on ne va pas pendant 1 ou 2 semaines et on automatise des choses, A, on ne répond pas assez tôt à ceux qui sont intéressés. Et B, ça devient rapidement très difficile à suivre. Donc, si on se prend sur LinkedIn, c'est toujours intéressant aux 24 heures répondre aux personnes. Et on a un anonyme ici qui a une question à poser. Il veut savoir comment on fait pour parler aux bonnes personnes quand on fait de la prospection téléphonique. Téléphonique? OK, Oui. la prospection téléphonique, comment faire on parler aux bonnes personnes? Premièrement, c'est définir c'est quelle la bonne personne. Donc, et avoir les titres, connaître les titres. Par la suite, on a des outils de recherche dans Internet. LinkedIn, c'est une, mais il y a des fournisseurs de listes où on peut acheter des listes. Des fois, le décideur vient avec, rarement. Il y a le très cher Zoom Info où on peut trouver des décideurs avant Très cher l'appel. dans le sens de très précieux ou très cher dans le très dispendieux? Les deux, les deux. Donc, OK. mais j'ai accès, parce que j'ai une compagnie de prospection téléphonique, je peux bâtir des listes pour vous. Donc, ça pourrait vous aider également. Et finalement, avoir une bonne attitude avec la réceptionniste, c'est extrêmement important parce qu'eux sont là pour filtrer. Donc, si ça ne sent pas trop la sollicitation, si on connaît déjà le nom, il te dit, ah, bonjour, j'aime parler avec Peter et on fait semblant qu'on le connaît, plus de chances qu'on se fait transférer à Peter. Par la suite, si on doit identifier avec la réceptionniste, voilà, bien expliquer notre raison, faire une petite speech à elle, pourquoi ça pourrait être intéressant pour son supérieur à discuter avec nous, très intéressant, et par la suite, avoir des boîtes vocales, des boîtes vocales, des boîtes vocales, jusqu'au moment où on les joint. Donc, il faut être très patient et persévérant, faire des appels, à des heures de la semaine et des jours de la semaine, des heures différentes pour avoir la chance à joindre ces décideurs-là. En moyenne, disons, dans nos campagnes de prospection, c'est entre 3 et 5 boîtes vocales jusqu'à on joint une personne. Il faut juste avoir ça en tête, ne pas être déçu qu'aujourd'hui, j'ai juste parlé avec 4 personnes, mais si ces 4 appels-là ont une portée de fruits, ça vaut quand même la peine de mettre le temps dans la prospection téléphonique. Dernière chose, il y a des secteurs aujourd'hui où on ne peut pas faire la prospection téléphonique et d'autres fonctionnent toujours très bien. Il y a certaines entreprises qui prennent plus de téléphone, ils sont des start-up, des entreprises en logiciel. On les joint moins en moins par téléphone. Mon autre exemple, si on appelle une mécanicienne dans une entreprise manufacturière ou les personnes aux opérations, ils sont très peu sur Internet. On les joint encore très bien, presque seulement par téléphone. Donc, bien analyser dans son approche, c'est quelle la bonne plateforme, c'est quelle la bonne façon d'approcher mon prospect pour avoir la chance
à le joindre via téléphone, courriel, LinkedIn, mais bien réfléchir à cette idée-là, combinée au pire, mais ça évite les frustrations et les déceptions. Et on prend le temps pour une petite dernière. On aimerait savoir, puis c'est un petit peu délicat là, parce que question de légalité. Donc, comment on peut s'assurer d'avoir le droit d'envoyer des courriels de sollicitation sans avoir une autorisation de la personne? Ça, C'est c'est une 28. bonne question. Mhm. Bien sûr, c'est pas monitoré très, très, très fort. Donc, si on envoie un courriel et c'est bien fait, il y en a relativement peu de danger on se fait, disons, avoir une plainte. La façon officielle à le faire, c'est de les faire inscrire à une newsletter ou de les appeler avant pour obtenir leur adresse courriel, garder l'enregistrement de cet appel-là et ça devient une preuve. Mais on fait ça, je pense que ces lois-là existent depuis une dizaine d'années maintenant, peut-être, avec nos campagnes de prospection téléphonique. On a eu zéro plainte pour cela. Il faut être prudent. Il faut aller avec un bon common sens. Il faut vérifier l'adresse courriel avant de les mettre dans notre grosse liste. Donc, prudence, je dirais, c'est le mot d'ordre pour ne pas abuser de la capacité que ces outils-là nous offrent et commencer à petit feu et toujours disons, attentif à celui qui veut se plaindre, à tout de suite adresser, le dire, s'excuser. Cela évite énormément des problématiques. Donc, c'est très laborieux à avoir la version officielle. Euh, c'est pas très, disons, la police n'est pas à notre porte si on envoie des courriels non Non, on peut signés. dire que c'est une loi qui est un peu édentée, mais quand même, c'est une loi. Hein? Exactement. Il faut être attentif. Oui. Good. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olaf, pour ta présentation. C'était vraiment agréable et complet. Donc, écoutez, la présentation d'Olaf, sa conférence va être diffusée en différé sur la chaîne YouTube de Télétravail Académie, à laquelle je vous invite à vous inscrire en grand nombre. Et tous les gens qui se sont inscrits auront un rabais plutôt, de 20% au bootcamp Vendre plus et vendre mieux à distance. C'est quoi ça? C'est un workout en vente à distance. Littéralement, 3 ateliers avec 3 experts en vente B2B, dont Olaf Knig, 15 défis journaliers, donc à tous les jours, pendant 3 semaines consécutives. On va vous faire travailler. Ça vient avec un guide d'entraînement, avec des outils pour affiner vos skills. 20 heures de formation bonus. Et ça commence quand, ça? Ça va commencer le 27 novembre. Ce sera à notre heure préférée de 12h15 à 13h, 3 lundis consécutifs. Ça va servir à quoi? Ben, à fermer votre impact sur LinkedIn, à muscler vos présentations virtuelles, puis à développer votre endurance en prospection. On va vous faire travailler, on va vous faire suivre, mais dans le bon sens. Donc, il y aura aussi un tirage pour les participants. Donc, tous les gens qui se sont inscrits auront droit à une participation pour gagner un chandail Ton micro est fermé. Donc, l'outil par excellence pour aviser nos collègues dans une rencontre virtuelle discrètement que leur micro n'est pas ouvert. Donc, notre prochaine rencontre aura lieu le 6 décembre prochain à 12h15 avec Mélanie Dufour. D'ici là, merci beaucoup et bon télétravail. Merci.